Bonjour à tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en deux mots simples le logement abordable à notre façon, on va dire ça comme ça. J'ai le plaisir d'être accompagné par monsieur Olivier Landrevie, à ma gauche, dont je vais le laisser se présenter. Olivier Landrevie, je suis un ancien dirigeant du secteur financier, de banque et de services financiers au sens plus large. Et plus récemment, je suis le fondateur de MoneySmart, qui est un site d'analyse financière et économique qui parle notamment beaucoup des sujets immobiliers. Je m'appelle Laurent Lézy, je suis le dirigeant de la société Rénovéa. C'est une société de rénovation qui est intégrée à un groupe qui s'appelle le groupe BDL, qui est constructeur, promoteur, aménageur et donc aussi rénovateur. Notre PDG, M. Dany Bourdon, souvent prend cette image. Ça fait 35 ans qu'on construit des maisons. Aujourd'hui, c'est notre devoir de savoir les rénover. Et notre approche est un petit peu particulière puisqu'on a toujours été très porté sur la primo-accession. Du coup, le marché de la rénovation, on le prévoit également dans le cadre de la primo-accession. On va aujourd'hui vous expliquer les difficultés de l'accession à la propriété, notamment pour la clientèle primo-accédant. On va vous faire un topo sur les aides de l'État. On va vous donner quelques exemples chiffrés. Ce sera une partie intéressante des résultats de notre offre. On va vous parler également de ces fameuses passoires thermiques qui sont sur le marché et on vous parlera en définitive du logement abordable. Olivier, je te laisse la parole. Alors, avant de te laisser, Laurent, rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais essayer de dresser un panorama très rapide du marché de la primo-accession. Le meilleur indicateur qu'on ait pour suivre le marché de la primo-accession, c'est le marché du crédit, où on arrive à distinguer de façon très claire la part des primo-accédants. Et ce qu'on voit, c'est une chute très forte des volumes de production de crédit à destination des primo-accédants. On fait moins 46% entre le point haut qui avait été l'année 2022 et l'année 2024. On a un léger rebond depuis le début de l'année en 2025. Je suis parfois le témoin de débats enflammés sur la question de savoir si la cause de cette baisse de production, est-ce que c'est la baisse de la demande de crédit ou la baisse de l'offre de crédit, c'est-à-dire des banques. En réalité, j'ai envie de vous dire, ni l'un ni l'autre, bien au contraire. C'est-à-dire que ce qui s'est effondré, c'est la demande solvable de crédit. L'envie d'accession à la propriété est toujours aussi forte dans tous les sondages qu'on fait sur ce sujet. Il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là, mais ce qui a beaucoup baissé, c'est la solvabilité qui permet de transformer l'envie en action. Je voulais illustrer avec deux chiffres en prenant les deux bornes de cette période de temps, de ces 5 années sur lesquelles j'ai mesuré l'évolution de la production de crédit. C'est fin 2019, un logement moyen tel que le mesure l'INSEE coûtait en France 234 000 €. On pouvait emprunter à un taux moyen de 1,11, ce qui donnait, si on finançait ça à 100% par du crédit, sans apport personnel, ce qui donnait un crédit pour lequel, avec un taux d'effort de 35%, il fallait pouvoir justifier d'un salaire net à l'époque de 32 200 €. Bon. 5 ans plus tard, début 2025, le même logement coûte 265 000 €, même si les prix ont un peu baissé depuis le point haut, il reste malgré tout sur 5 ans en nette hausse. Les taux de crédit, bien qu'eux aussi aient un peu baissé depuis leur point haut, sont malgré tout à 3,10, donc bien au-dessus, 2 points au-dessus de ce qu'ils étaient en 2019. Et du coup, le salaire net qui permet d'acquérir ce même logement pour le même taux d'effort serait de 45 800 €. Alors, il est vrai que sur ces 5 années, les salaires aussi ont progressé, mais certainement pas dans des proportions qui permettraient de passer de 32 000 à presque 46 000.
Au-delà de ça, il y a aussi quelques facteurs aggravants. Donc, au-delà des simples mécaniques microéconomiques, il y a des facteurs aggravants que je pourrais en parler pendant une heure, je vais me contenter juste de les lister très rapidement. On a eu l'entrée en vigueur, ou en tout cas le fait qu'on ait donné une force réglementaire aux consignes du Haut Conseil de stabilité financière, ce qui a fait perdre beaucoup de souplesse aux banques dans l'appréciation de la solvabilité des emprunteurs. Je vous donnerai une seule illustration de ça, c'est que quand elles étaient face à des jeunes actifs, beaucoup de banques avaient pour politique de tenir compte du potentiel d'appréciation de revenus de ce public sur les 20 années sur lesquelles on allait leur prêter. Aujourd'hui, les normes du Haut Conseil de stabilité financière ne le permettent plus. Donc c'est 35% de taux d'endettement calculé d'une façon absolument statique. Donc on a beaucoup perdu en souplesse. On a eu ensuite, ça va peut-être vous paraître paradoxal que j'en parle aujourd'hui, mais on a eu un rétrécissement progressif très important de l'accessibilité aux prêts à taux zéro. En 2017, on accordait 125 000 prêts à taux zéro en France. L'an dernier, à force de rétrécir chaque année les conditions d'éligibilité, nous n'en avons accordé que 45 000. Donc ça a été divisé en gros par 3. Alors certes, début 2025, c'est une des bonnes nouvelles dont on va reparler, on réélargit, mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts faits de ce point de vue-là pour la clientèle des primo-accédants. Ensuite, on a eu en 2020 la fin de l'aide personnalisée au logement, accession. Vous vous en souvenez peut-être, il était possible de maintenir une aide, de continuer à bénéficier d'une aide au logement quand on devenait accédant à la propriété sous certaines conditions. Tout cela, c'est fini, donc évidemment, ça accroît les difficultés des primo-accédants. Et puis enfin, je soulignerai aussi qu'on a eu progressivement, depuis une quinzaine d'années, la disparition de tous les établissements de crédit spécialisés qui étaient à vocation sociale. Je pense en particulier au Crédit Immobilier de France, ça remonte assez loin, ou plus récemment le Crédit Foncier. Et ça aussi, ça laisse un vide dans le paysage. Ensuite, on peut... Ouais, voilà. Je veux juste souligner très rapidement que, pour ce qui me concerne, je ne crois pas aux solutions miracles sur cette difficulté d'accession à la propriété. On nous oppose souvent dans le débat public le fait que, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème. Tout ça n'est qu'un problème de répartition des logements, puisqu'en France, on a 3 millions de logements vacants. Bon, c'est un mirage. La Cour des comptes l'a souligné dans un rapport il y a quelques semaines. Les logements vacants, dans leur très grande majorité, sont situés loin des bassins d'emploi. Ils sont souvent en très mauvais état. Quand on regarde de plus près au sein de ces 3 millions de logements vacants, si on se concentre sur la vacance structurelle, c'est-à-dire de plus de 2 ans, puisque la vacance frictionnelle, elle est nécessaire au bon fonctionnement du marché, et qu'on ne regarde que les zones tendues, c'est-à-dire les bassins d'emploi, on n'est plus sur un chiffre de 3 millions de logements vacants, on est sur un chiffre de 118 000 logements vacants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il ne faut pas non plus se laisser raconter que c'est la solution miracle à tous nos problèmes. Ensuite, on entend aussi parfois qu'il faut juste attendre que le marché s'ajuste, que les prix vont finir par baisser et que ça solutionnera tous les problèmes d'accession à la propriété. Non, en réalité, on est depuis pas mal d'années maintenant, mais ça s'aggrave, dans une situation structurelle de pénurie de logements, si bien que cela empêche l'ajustement naturel des prix à la baisse. Donc on a eu certes une petite baisse, les prix ont baissé de 6% au niveau national entre le point haut en 2022 et fin 2024, mais c'est terminé et ils repartent déjà à la hausse. On a eu 1% de hausse au premier trimestre. Ça, on peut l'expliquer par le fait que les communes sont très souvent réticentes à accorder les permis de construire, à verticaliser, on en parlait dans une autre table ronde. On ajoute à ça un phénomène sociétal de très grande ampleur qui est le phénomène de la décohabitation. Les foyers sont de plus en plus petits. L'INSEE a sorti il y a quelques mois une étude qui montre que même si on est quasiment au plafond prévu de la population française,
l'INSEE prévoit malgré tout que d'ici 2050, on aura 12% de foyers en plus. Et ces foyers en plus seront à 95% des foyers composés par des personnes seules. Donc le besoin de logement est toujours là et se déforme. Et c'est ce que j'appelle le solo boom et on doit absolument en tenir compte. Et puis ensuite, il y a aussi un certain déni de la part des politiques par rapport à la réalité des flux migratoires. On a accordé l'an dernier 340 000 permis de séjour. Et évidemment, je ne porte pas de jugement politique sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais ces personnes-là, il faut les loger, donc ça exerce aussi une pression qui aggrave la pénurie structurelle de logement. Donc le marché du logement aujourd'hui est devenu un jeu de chaises musicales. Vous connaissez ce jeu pour les enfants où on met la musique en route, on enlève une chaise et quand la musique s'arrête, il y a un enfant qui va rester debout. Eh bien, aujourd'hui, l'enfant qui reste debout, ce sont nécessairement les ménages les plus modestes. Donc on est dans une dynamique d'éviction progressive des ménages modestes de l'accession à la propriété. Olivier, je te remercie pour l'ensemble de ces chiffres. Donc vous l'avez bien compris, le primo-accédant est chahuté fortement, notamment depuis ces dernières années, avec l'arrêt de l'APL accession, depuis l'arrêt des partenaires financiers tels que le crédit foncier et le crédit immobilier. Aujourd'hui, ça se traduit par des chiffres catastrophiques. Et le premier donc, qui est éludé de ce jeu de l'accession à la propriété, c'est le primo-accédant. Alors une fois qu'on a fait ce constat, il est là, il est réel, mais on peut aussi se dire que les pouvoirs publics ont mis sur pied quand même des outils pour aider la primo-accession. Il était donc nécessaire de vous faire le rappel de ces aides de l'État, et notamment ce qui est révolutionnaire, ce qui est tout nouveau, qui sort depuis le 19 mars 2025 et qui est passé inaperçu à la fois dans les médias, à la fois chez les professionnels de l'immobilier, tous confondus, c'est ce décret d'application qui permet pour les personnes très modestes et modestes de cumuler le prêt à taux zéro et MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', c'est le sujet du jour, mais si on prend un petit peu de hauteur et qu'on écoute notre ministre du Logement, on est juste sur une suspension avec une reprise au 15 septembre, probablement des ajustements, mais une continuité d'action sur MaPrimeRénov' qui connaît une formidable réussite. Donc elle sera encore là, parce que, encore une fois, les effets d'annonce et les choux gras des médias ont permis de bien pointer cet outil, mais il sera présent à partir du 15 septembre. Et donc, voilà, ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, et c'est ce qu'on tenait à venir vous présenter, c'est ce décret d'application du 19 mars qui permet de cumuler le prêt à taux zéro et MaPrimeRénov'. Le rappel sur le prêt à taux zéro, c'est pour en bénéficier, il faut ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années et réaliser un tiers de travaux de son acquisition. Vous pouvez bénéficier donc jusqu'à 120 000 € à 0% et avec des différés de remboursement qui solvabilisent considérablement la clientèle, ainsi que MaPrimeRénov', que nos clients primo-accédants très modestes peuvent bénéficier jusqu'à 63 000 € d'aide. Il y a d'autres aides, les aides locales, les aides régionales, les aides départementales. Il y a également des TVA à 5,5 sur la partie travaux et c'est également cumulable avec l'éco-PTZ qui est un autre prêt complémentaire et qui vient solvabiliser l'intégralité de la clientèle. Donc une fois qu'on a en possession, nous, rénovateurs financiers, ces outils-là, ça permet aujourd'hui d'apporter des solutions de financement et donc des solutions immobilières aux primo-accédants qui, encore une fois, je le redis, est complètement passé inaperçu du champ de l'immobilier et qu'aujourd'hui, avec Olivier, on souhaitait vous faire un focus sur le sujet. Rien de tel que de parler en exemple, parce que ça sera beaucoup plus parlant. Alors, on vous a pris une maison qui existe sur le nord de la France, qui est en cours de vente, qui vaut 170 000 € à la vente. Sur cette maison, il y a nécessité de faire des gros travaux, puisque le bien est classé F, donc il est déjà sur une valeur initiale plus basse que la valeur du marché. Sur cette maison, notre structure va réaliser les travaux d'isolation, de ventilation, de menuiserie, d'eau chaude sanitaire et de chauffage pour un montant de 70 000 € hors taxe, donc 73 850 €, puisque encore une fois on est sur une TVA à 5,5. Ces clients qui achètent cette maison, les gens qui veulent accéder à la propriété et qui ont besoin de cette maison, doivent acheter cette maison 70 000 € et payer des travaux 70 000 € hors taxe. C'est des gens qui vont rembourser 1 287 € par mois sur une durée de 25 ans.
Ça, c'est la réalité avant qu'on utilise les outils mis à notre disposition par l'État. Notre clientèle qu'on va cibler sur ce bien-là, ça va être une clientèle très modeste qui bénéficie, alors on ne le voit pas à l'écran, vous le voyez ici, oui, de 3 200 € de revenus. Donc c'est un foyer considéré comme très modeste sur les critères françaises, un foyer avec 2 enfants. Et ces gens-là vont pouvoir bénéficier du cumul que je vous indiquais tout à l'heure, à la fois de l'aide MaPrimeRénov', donc ces clients-là vont bénéficier de 63 000 € d'aide MaPrimeRénov', et ils vont bénéficier également d'un financement avec l'utilisation du prêt à taux zéro qui sera de 115 500 € à 0%. L'addition de ces deux organismes, MaPrimeRénov' et le prêt à taux zéro, va faire baisser la mensualité à 650 € par mois. Donc voilà, là on est dans le concret, dans la réalité du terrain. Aujourd'hui, on parle de difficultés d'accession, de difficultés de construire, de manque de logement, etc. La réalité, c'est qu'il existe énormément de biens F et G en déperdition sur le sol français, pour lequel une rénovation associée avec des financements, une mécanique financière, telle que le prêt à taux zéro et MaPrimeRénov', vont permettre d'aller chercher des mensualités abordables et donc des mensualités confortables, tout en bénéficiant d'un bien rénové, puisque le bien ici a terminé en catégorie C. Donc on a terminé en catégorie B et on avait eu un saut de classe de 4 classes. 650 € par mois, c'est extrêmement bon marché aujourd'hui et ça permet l'accession à la propriété. Donc ça, c'est un exemple chiffré, c'est un exemple réel. On en a plein d'autres. Aujourd'hui, on travaille chez Renovea pour informer les courtiers, pour informer les agents immobiliers des bienfaits de ce type de montage et qui permet de rendre décents des logements qui aujourd'hui sont laissés sur le carreau et qui pourtant feraient le bénéfice de bon nombre d'accédants. Si on prend un autre exemple avec des revenus un petit peu supérieurs, donc là on est sur des revenus intermédiaires avec des revenus à 4 300 €, donc on est sur une catégorie de revenus supérieure. Encore une fois, on prend le même exemple, une acquisition d'un bien de 170 000 € avec 70 000 € de travaux à prévoir. Cette maison-là, encore une fois, vaut 1 287 € par mois sur 25 ans. Et l'association, le cumul des avantages offerts par l'État, encore de MaPrimeRénov' et du prêt à taux zéro, vont permettre de bénéficier de 42 000 € de MaPrimeRénov' et de 92 400 € de prêt à taux zéro avec un différé de remboursement, ce qui fait que la mensualité va tomber à 860 € par mois et cette clientèle intermédiaire va pouvoir obtenir l'accession à la propriété, une nouvelle fois, d'un bien qui était dégradé, donc qui n'intéressait pas grand monde, va permettre d'accéder à un logement, de le remettre au goût du jour, avec un niveau de confort et des consommations maîtrisées, avec une mensualité extrêmement confortable pour des clients qui gagnent 4 300 € de revenus, puisqu'ils vont tomber à 860 € par mois hors assurance sur leur mensualité. Donc on voit que l'association fonctionne très bien. Un troisième volet qu'on souhaitait vous noter également, c'est l'investisseur qui aujourd'hui est un peu perdu puisque les aides aux investisseurs dans la VEFA, c'est quand même terminé. Donc il doit se reporter sur d'autres opérations. L'une des solutions qui est à sa disposition, c'est encore une fois l'acquisition plus la rénovation énergétique. Si vous prenez l'acquisition d'un bien de 118 000 €, un bien standard qui va être mis à la location, avec 70 000 € de travaux, ce bien-là nécessiterait des remboursements de 1 100 € par mois pour notre investisseur. Et si on prend le cas d'un intermédiaire, d'un profil intermédiaire, un foyer qui gagne 49 000 € par an, qui va faire un saut de 4 classes en termes de gains énergétiques et qui va donc pouvoir être éligible aux aides de MaPrimeRénov', va pouvoir réinjecter ces aides et bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro pour son financement. Et une fois réinjecté, il sera sur des mensualités à 740 € par mois. L'exemple prix est un exemple concret, mais la photo n'était pas très vendeuse, donc je vous ai plutôt mis des investisseurs satisfaits plutôt qu'une maison un peu dégradée en termes d'esthétique. Le fait est que la mensualité locative de ce bien-là, c'est 950 € par mois. Donc vous voyez, vous comprendre très vite que même l'investisseur peut y trouver un intérêt grandissant d'investir dans une rénovation avec une acquisition plus une rénovation, puisqu'il va bénéficier d'avantages considérables.
D'autant plus que jusqu'au 31 décembre 2025, il y aura la possibilité de déduire 21 400 de ses revenus fonciers et également de faire un déficit foncier reportable pendant 10 ans. Donc ça, c'est un avantage conséquent dans le cadre de la rénovation énergétique. Et rappelons-le, contrairement au feu Pinel, il n'y a pas de plafond de loyer dans le domaine de l'acquisition plus rénovation énergétique en bénéficiant des aides MaPrimeRénov'. Donc on peut s'adapter au loyer du marché puisqu'on apporte un logement, encore une fois, rénové et donc décent à la location. Et en attendant, un statut du bailleur privé qui devrait arriver d'ici la fin de l'année et encore améliorer un peu l'équation. Tout à fait. Le point négatif, parce qu'à souligner, mais qui est un point tout à fait légitime de la part de l'État, qui va faire bénéficier des aides conséquentes aux investisseurs, c'est l'obligation de louer en résidence principale pendant une durée de 6 ans. S'il y a des remboursements qui sont faits, s'il y a une revente qui est faite avant, il y aura l'obligation de restituer l'aide obtenue au prorata temporis de durée de détention. Je ne l'ai pas cité précédemment, mais pour l'accession à la propriété, sur les 2 slides précédents, la durée de détention obligatoire du logement pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov' est de 3 ans. Voilà, donc il était important de porter ces informations au grand public de façon à bien comprendre l'intérêt de ces montages financiers qui aujourd'hui permettent l'accession à la propriété à nos concitoyens. Et là où aujourd'hui on est très morose, on sort d'une table ronde où ça parlait fort, on va dire ça comme ça. On peut parler fort. C'est une réalité. Mais on peut aussi se satisfaire de ce qu'on a à disposition. Et ce qu'on a à disposition, c'est déjà plus que pas mal. C'est même très bien. Et même si c'est un peu chahuté, ballotté, peu importe, c'est existant. Ça sera encore le cas à partir du 15 septembre. Et c'est extrêmement bénéfique. Et permettant l'accession à la primo-accession, c'est extrêmement vertueux. Alors, je vais passer très vite pour qu'on garde 5 minutes pour des questions. Juste en redonnant quelques grands chiffres sur le segment des passoires thermiques. Vous les avez peut-être déjà en tête. Les logements, ou plutôt les résidences principales notées F et G, représentent entre 14 et 15% du parc de logements en France et à peu près le même chiffre des biens qui étaient mis en vente en début d'année. À ça, on peut ajouter que parmi les logements vacants depuis plus de 2 ans, dont je parlais en introduction, 45% sont classés au cadastre en qualité médiocre ou de grande vétusté, donc 7 ou 8. Alors, ce n'est pas tout à fait le même classement que celui des passoires thermiques, mais bon, ça montre que là aussi, il y a quand même un potentiel important de biens à rénover. Avec les réserves que j'ai évoquées en introduction sur la localisation de ces biens, évidemment, plutôt viser les bassins d'emploi que les territoires en dynamique de dépopulation. On note aussi, sans surprise, une variabilité assez forte qu'on peut mesurer au niveau des prix affichés. On est proche de 500 € au mètre carré de décote entre un logement F ou G et un logement moyen, c'est-à-dire un logement D. À ça s'ajoute aussi une capacité à négocier le prix qui est meilleure sur les logements F et G. Ce loger estime qu'il y a 2% de marge de négociation supplémentaire sur une passoire thermique par rapport à un logement standard. Voilà. L'exemple chiffré, je ne vais pas m'attarder dessus parce que tu as donné d'autres exemples qui sont sans doute plus parlants et qui incluent le budget travaux, donc c'est un peu redondant. Alors moi, je voudrais juste reprendre ton expression que je trouvais très bien, c'est le solo boom. Le solo boom. Je ne l'avais pas entendu encore, Olivier, celle-là, mais elle me plaît beaucoup et je reprends juste la dernière phrase. Quand on voit que la moyenne, le logement d'entrée, c'est 40 mètres carrés, 120 800 pour un logement D ou 100 000 € pour un logement F. Voilà, vous prenez ce logement-là, c'est des mensualités à 430 € par mois. Pour les solo boom, vous savez, les familles monoparentales ou des gens de 70 ans qui vivent seuls, c'est 430 € par mois. Inclut le budget rénovation. Et là, à l'intérieur, effectivement, la maison est rénovée, bien entendu. Voilà. Merci Olivier. En conclusion, voilà, tout est dit. Quand le logement abordable, c'est
une réalité. C'est presque caché, les gens ne le savent pas, mais c'est une réalité. Depuis ce décret d'application du 19 mars, les primo-accédants ont la possibilité de cumuler le prêt à taux zéro et ma prime rénov pour les très modestes. Ça permet d'avoir des mensualités qui sont maîtrisées, d'avoir un logement rénové avec tout le confort qui va avec une sobriété énergétique. C'est vraiment extrêmement vertueux et c'est vers quoi nous devons tous aller. Et il était important de porter haut ce message aux assises du logement, où c'est l'endroit sur lequel doit rayonner le logement en termes de communication en France. Et il était important que la majeure partie des personnes soient informées de ces solutions à l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bien sûr, Olivier et moi, on sera à votre disposition à l'issue de cette présentation sans aucun souci. On peut se voir juste après. Mais d'ici là, est-ce que vous avez des questions particulières sur la présentation qui a été effectuée? On est si intimidant que ça. C'est clair? Voilà, je vous remercie à vous. Bonne journée.